Alors, je vais essayer de prendre peu de temps parce que je sais qu'on est déjà un petit peu en retard, mais l'objectif est de vous dire que ces PNDS existent, vous inciter à y jeter un œil, en particulier aux figures et aux tableaux, même si c'est un petit peu moins fun que le serious game qu'on vient de voir. Et puis, voilà, mes liens d'intérêt. Alors, d'abord, ces PNDS, vous pouvez les trouver évidemment sur le site de la Haute Autorité de Santé, mais vous pouvez les trouver aussi sur le site Maladies pulmonaires rares à gauche ou sur le site Respifil. Et puis, tout simplement, en tapant dans un moteur de recherche PNDS fibrose pulmonaire idiopathique ou simplement PNDS FPI, ça fonctionne, vous allez tomber dessus très rapidement. Donc, c'est facile à trouver. Et je parle effectivement au nom d'Orphalung. Parce qu'il y a beaucoup de PNDS qui ont été faits dans notre filière. Et je pense que c'est vraiment une fierté. La filière a beaucoup aidé pour créer ces PNDS. Et je remercie Marc et Céline Lustrement pour les efforts qui ont été faits pour ça, parce que ça apporte vraiment beaucoup à l'ensemble de notre réseau. Même quand on a l'habitude de ces maladies-là, on s'y réfère. Alors, dans le cadre de Orphalung, les 2 PNDS dont je vais parler ne sont pas les seuls qui ont été réalisés par Orphalung, puisqu'il y a un PNDS aspergillose bronchopulmonaire allergique qui a été coordonné à Lille, un PNDS sur les fibroses pulmonaires génétiques de l'adulte qu'a coordonné très récemment Raphaël Bory et Bruno Crestani. Donc il y a d'autres PNDS et d'autres sont à venir, notamment il y en a un qui est bien avancé sur le déficit en alpha-antitrypsine et puis un autre sur la sarcoïdose. Alors, on commence quelques mots sur celui sur la fibrose pulmonaire idiopathique. À mon sens, l'un des documents qui est potentiellement très utile, c'est celui de droite. C'est la synthèse à destination du médecin traitant. Ce n'est pas si facile de faire 2 pages pour expliquer au médecin traitant ce qu'est la fibrose pulmonaire idiopathique, quel est son rôle et quel est en 2 mots le parcours de soins du patient. Mais vous pouvez donner ce document au médecin traitant avec un courrier. Ou vous pouvez d'ailleurs indiquer à votre patient qu'il peut, avec tact, en parler à son médecin traitant s'il souhaite une information résumée sur la maladie. Je pense que ces documents à destination des médecins traitants sont quelque chose qui est utile et qu'on peut certainement améliorer. Donc si vous avez des retours des patients ou des médecins traitants pour les améliorer, ce sera utile. Ce document a été relu, bien sûr, par des médecins traitants, mais ce n'est pas si facile d'impliquer les médecins généralistes dans la lecture d'un PNDS, même pour cette partie-là. Bon, une particularité du PNDS fibrose pulmonaire idiopathique, c'est qu'il a suivi de près les recommandations fibrose pulmonaire idiopathique qui ont été publiées dans la revue des maladies respiratoires. Donc, bien sûr, on s'est beaucoup inspiré de toute cette démarche très formalisée de recommandations avec vote qui a été faite juste avant et que vous pouvez retrouver dans la revue, ou d'ailleurs avec un format résumé avec un support industriel pour son impression et sa diffusion, mais qui comprend l'essentiel des figures rapidement utilisables. Alors, la fibrose pulmonaire idiopathique, je ne vais pas tout revoir évidemment, mais le PNDS nous rappelle dans quelles circonstances on évoque ce diagnostic, devant une dyspnée d'effort, une toux décrépitant à l'auscultation pulmonaire. C'est une circonstance de diagnostic de plus en plus fréquente. Et je pense que c'est un reflet d'une meilleure connaissance par les médecins traitants, peu à peu. Parfois l'hippocratisme digital et puis parfois la découverte fortuite sur un examen d'imagerie. Et on fera le diagnostic s'il y a d'une part une pneumopathie interstitielle dont on a exclu les causes connues de pneumopathie interstitielle, et deuxièmement, un aspect de pneumopathie interstitielle commune, soit au scanner, soit une combinaison du scanner et de l'histopathologie. Alors, on a des images originales représentatives dans le PNDS en grand format, donc si vous voulez revoir des aspects, ils sont présents dans le PNDS. L'aspect de pneumopathie interstitielle commune, qui, pour rappel, est la prédominance d'images réticulaires dans la base et dans la périphérie des poumons, associé à des bronchectasies par traction et associé à un aspect en rayon de miel. La pique probable qui est le même aspect mais sans le rayon de miel avec des bronchectasies et des bronchiolectasies par traction. Et puis d'autres aspects qui peuvent être indéterminés, voire évoquant autre chose. L'aspect indéterminé est souvent
constituée par l'association de plusieurs aspects. C'est-à-dire on a un endroit qui ressemble à une pneumopathie interstitielle commune, et puis chez le même patient, un autre site anatomique où il y a beaucoup plus de verres dépolis, et donc une hétérogénéité qui rend l'interprétation radiologique plus difficile. Et d'autres cas où on évoque un autre diagnostic, comme ici une pneumopathie d'hypersensibilité, devant un aspect en mosaïque spontanée, et puis aussi des bronchectasies qui sont trop proximales pour une pneumopathie interstitielle commune, où ici on évoque une fibroélastose pleuroparenchymateuse. Donc il y a des éléments de diagnostic différentiel également dans le PNDS. Alors on a souhaité mettre des examens complémentaires. Alors bien entendu, comme toute recommandation ou comme tout protocole de soins, les examens complémentaires, comme les traitements, sont là à titre indicatif. Ils sont là pour nous guider, pour ne pas oublier quelque chose d'important. Mais évidemment, on fait une adaptation individuelle lorsque l'on prend en charge le patient. Mais c'est utile parce qu'on a souvent la question, est-ce que vous faites systématiquement une biologie auto-immune, par exemple? Et donc, on s'est calqué sur les recommandations internationales pour les adapter à la pratique française. Ces éléments ont été validés dans le cadre des recommandations françaises et appliqués dans le PNDS. Et donc, vous voyez qu'il y a un set de biologie qui est jugé comme à devoir faire systématiquement chez chaque patient chez lequel on envisage le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, et d'autres uniquement en fonction de certains contextes. Je le répète, ça peut évidemment être adapté à l'échelle individuelle. Alors, on a également parlé du lavage broncho-alvéolaire pour dire qu'il n'est plus nécessaire, si l'aspect radiologique est typique de pneumopathie interstitielle commune et qu'en fait, on a déjà fait le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Et puis, je ne l'ai pas mis sur la diapositive, mais il y a une annexe qui nous rappelle les bonnes règles, et il y a des recommandations de l'ATS sur la pratique du lavage broncho-alvéolaire. La biopsie pulmonaire est évidemment un élément essentiel, et donc je résume ici le fait qu'on ne fait plus de biopsie si le contexte clinique est évocateur de fibrose pulmonaire idiopathique et que l'aspect radiologique est celui de pic ou de pic probable. Mais on la discute, on l'envisage dans les aspects indéterminés ou les autres aspects, évidemment en l'absence de contre-indications. Et les contre-indications les plus évidentes sont listées dans le PNDS, comme elles le sont dans les recommandations françaises. C'est un petit peu une originalité française, parce que quand on discute avec les centres spécialisés internationaux, ils ont à peu près la même pratique, mais il est difficile de trouver dans la littérature internationale des recommandations officielles, des contre-indications officielles pour la biopsie. Donc celles-ci, on pense qu'elles sont les moins discutables, et c'est probablement quand même une façon de limiter au maximum la mortalité et la morbidité des éventuelles biopsies qui sont réalisées de moins en moins souvent. Alors, on a modifié un petit peu dans notre document le tableau de correspondance entre le scanner thoracique et la biopsie pulmonaire qui existe dans les recommandations internationales. Ce tableau se lit en rentrant par la gauche, c'est-à-dire quel est l'aspect radiologique, est-ce que c'est un aspect de pic ou un aspect de pic probable ou un aspect indéterminé, etc. Et si une biopsie pulmonaire est réalisée, cette biopsie va souvent être complexe aussi, montrer souvent un aspect de pic, mais parfois d'autres aspects. Et la concertation entre le radiologue, le clinicien et l'anapathe est à ce moment-là déterminante pour proposer un diagnostic. Et ce tableau nous aide à savoir grosso modo où on se trouve. Et la particularité française est d'avoir indiqué plus particulièrement des cas qui sont toujours à discuter en détail en discussion multidisciplinaire, et puis d'avoir ajouté cette colonne pour les cas où la biopsie n'est pas réalisée, puisque ça représente 90% de nos patients. Donc le diagnostic définitif intègre l'ensemble de ces données, et on insiste sur le fait qu'il s'agit d'une discussion multidisciplinaire où on fait intervenir les pneumologues, les radiologues, les anatomopathologistes s'il y a une biopsie pulmonaire. Mais il y a un grand nombre d'autres acteurs qui peuvent être impliqués, qui sont listés d'ailleurs dans le protocole de diagnostic et de soins, mais que je ne vais pas citer aujourd'hui pour le temps. Alors voilà l'algorithme qui est proposé. On évoque le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, on recherche une cause qui oriente vers un autre diagnostic, on analyse le scanner thoracique et idéalement, on en discute de façon multidisciplinaire pour orienter rapidement vers le diagnostic vers une FPI, si l'aspect radiologique est suffisamment caractéristique,
ou discuter éventuellement, on vient de le voir, la biopsie pulmonaire. Et si elle est réalisée, à nouveau, il y aura discussion multidisciplinaire. Et entre les cas où il y a FPI ou un autre diagnostic, vous voyez qu'il y a le diagnostic de travail de la FPI, un diagnostic qui est volontiers renforcé si l'évolution de la maladie est bien celle de la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, des choses qui n'existaient pas trop dans les recommandations, dans les versions antérieures de nos recommandations françaises, c'était des informations sur l'information à donner aux patients, comment faire l'annonce diagnostique, et également d'ailleurs les éléments pronostiques, la prise en charge de la fin de vie. Ce sont des choses qui ont été ajoutées dans ces versions récentes. Et le PNDS mentionne qu'il est bon d'avoir une consultation dédiée pour l'annonce diagnostique, si possible dans un centre spécialisé après la discussion multidisciplinaire, et si possible en impliquant le pneumologue, mais également une infirmière ou un infirmier et un psychologue si possible. Et les éléments à droite sont ceux qui sont à inclure dans cette discussion. Alors ça peut être sur plusieurs consultations, bien sûr, ça peut être personnalisé, il faut que ce soit personnalisé, mais on va de plus en plus vers des informations assez détaillées. Je ne vais pas détailler la génétique, mais il y a dans le PNDS des indications sur à quel patient proposer une analyse génétique. Ici, l'exemple des gènes associés aux surfactants. Et puis, bien sûr, des éléments sur le traitement. Le traitement est recommandé dès lors que le diagnostic est formel. Mais je pense que l'apport du PNDS, c'est plutôt de nous aider à adapter le traitement. Ici, un exemple, il y a des conseils de prévention et de prise en charge des événements indésirables qui sont très détaillés. Donc, s'il y a une photosensibilité, s'il y a des troubles digestifs avec l'un ou l'autre médicament, on a des conseils dans le PNDS pour les prendre en charge. Et puis, je vais finir sur la FPI. Une des questions qu'on a souvent, en fait, dans la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est ma demande de prise en charge à 100% a été refusée. Qu'est-ce que je fais? Sachez qu'il y a dans le PNDS des conseils pour savoir quels sont les critères qui sont regardés par le médecin conseil pour une prise en charge à 100%. Si on veut instaurer un traitement qui est un traitement coûteux, on a besoin que le patient soit reconnu à 100%. Et donc, si vous vous référez à ce document, vous avez un petit peu moins de risque d'oublier de mentionner dans la demande un des critères. Voilà. Et pour finir sur la FPI, juste le sommaire montrant qu'il y a des éléments sur les modalités du suivi, la prise en charge des comorbidités, la prise en charge des complications, en particulier les exacerbations de fibrose. Voilà, l'exemple sur les modalités du suivi, à nouveau, c'est indicatif, mais il est toujours utile d'avoir des éléments indicatifs. Et puis, quelques mots, s'il me reste quelques secondes, sur celui sur la lame. Ce sera beaucoup plus court, la lymphangiolégiomématose. Il y a également un document à destination des médecins traitants. Il est évident que le médecin traitant ne sait pas du tout ce qu'est la lymphangiolégiomématose. Mais lorsqu'un diagnostic est fait, souvent, il va suivre cette patiente pendant de très nombreuses années. Donc, il peut s'investir et lire un document de 2 pages qui résume ce qu'est cette maladie. Alors, on a mis dans le PND sur la lame des critères diagnostiques, mais également quand suspecter le diagnostic. Donc, je ne vais pas reprendre toute la lame, mais devant une dyspnée d'effort avec des images kystiques, ou chez un patient qui a une sclérose tubéreuse de Bourneville et des kystes ou une dyspnée d'effort, ou devant un angiomyolipome en particulier bilatéral ou un lymphangiome, ou devant des kystes pulmonaires multiples, ce qui est la circonstance diagnostique qui devient quasiment la plus fréquente, ou bien sûr une acide chileuse ou une pleurésie chileuse. Il y a des exemples de l'aspect radiologique caractéristique, qu'il s'agisse du niveau pulmonaire ou, comme ici, les angiomyolipomes, ou des exemples de lymphangiome également. Les pneumologues sont moins familiers avec le diagnostic d'angiomyolipome et de lymphangiome. Et les critères diagnostiques sont rappelés, ils se sont simplifiés au fil du temps. On a un aspect radiologique compatible ou caractéristique, plus soit un angiomyolipome, soit un lymphangiome, soit un taux élevé de VEGFD, soit une pleurésie ou une acide chileuse, ou une sclérose tubéreuse de Bourneville, ou une confirmation histologique. Chacun de ces éléments est suffisant pour confirmer le diagnostic. Et on a adapté l'algorithme pour refléter ces critères diagnostiques, en particulier VEGFD, angiomyolipome ou chylothorax, il manque un H, pour faire le diagnostic de la lymphangiolégiomématose.
Et la prise en charge thérapeutique, évidemment, figure dans ce document sur le plan pulmonaire, mais également en ce qui concerne les complications pleurales ou les angiomyolipomes, les modalités de l'oxygénothérapie ou de la transplantation, de même que la réhabilitation ou le soutien psychologique, la place de l'éducation thérapeutique, la place des associations de patients. Et pour résumer le traitement juste en une diapositive pour le traitement médicamenteux, toutes les patientes avec une lymphangioliomyématose ne relèvent pas forcément d'un traitement par inhibiteur de mTOR. Les indications validées sont un VEMS à moins de 70% ou un déclin rapide ou un chylothorax persistant. Mais d'autres peuvent être discutés. Vous savez qu'il y a maintenant dans Respifil une RCP sur la lame et les maladies kystiques pulmonaires où on essaye de prendre en compte d'autres facteurs qui aident à la décision thérapeutique. Et vous retrouverez en annexe dans ce PNDS des modalités très pratiques sur la mise en place et la surveillance du traitement par inhibiteur de mTOR. Voilà, et je finis en remerciant, alors je ne vais pas tout lire, hein, vous imaginez, mais tous les participants aux 2 PNDS. On a voulu être très inclusif et donc inviter pour la FPI tous les centres de compétences et de référence et d'autres, puisqu'il y a des généralistes, des anapathes, des radiologues, des pneumologues hors France, etc. Donc il y a vraiment de nombreux acteurs. Ça alourdit beaucoup le processus, mais à la fin, ça donne un document qui a encore plus de qualité, je crois. Et je remercie aussi tous ceux qui ont coordonné, qui ont participé au PNDS sur la lame, en particulier Kaï Samad qui m'a beaucoup aidé pour coordonner celui sur la lame, et puis l'aide essentielle de Respifil, et en particulier Myriam et Céline et tous les acteurs qui vont se reconnaître. Merci. Est-ce que je peux avouer que c'est extrêmement utile, même quand on est censé être expert, entre guillemets, de retourner vers le PNDS, y compris ceux qu'on a contribué à rédiger. Non, c'est extrêmement utile. Qu'est-ce qu'on a mis déjà ? Qu'est-ce qu'on a mis déjà, effectivement. Merci de cette présentation synthétique, Vincent. Encore une fois, ton rôle de coordonnateur est extrêmement important et très difficile. Monsieur Fourier. Oui, Jean-Michel Fourier, je représente l'association Fibrose Pulmonaire France. J'avais 2 ou 3 petites remarques. La première, c'est qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique et pour vu du patient. Savoir qu'il y a un PNDS quand on vous a dit que vous avez une maladie rare qui n'est pas très connue, etc. Quand on vous dit ça, c'est une super bonne nouvelle en fait. Et donc, c'est bien qu'il y en ait. Il faut aussi le dire à vos patients pour les rassurer et dire qu'effectivement, ben voilà, maintenant, on sait comment diagnostiquer et soigner cette maladie-là. Ça, c'est le premier point. Et les 2 autres points, c'est des choses qui nous chatouillent peut-être un petit peu plus. La première, c'est la diffusion. Vous l'avez évoqué un petit peu, professeur Cotin, mais pour l'instant, il faut aller le chercher sur le site de la HAS. Donc, qui va le chercher ? Je pense qu'il y a un vrai souci de diffusion auprès des professionnels de santé, que ce soit les pneumologues et les médecins généralistes. Et puis la deuxième question, c'est sur le cycle de mise à jour qui me semble, je ne sais pas s'il est existant d'ailleurs, enfin il est peut-être un peu long et ça peut nous inquiéter un petit peu aussi. Pardon, je n'ai pas compris la dernière. Le cycle de mise à jour du PNDS, en fait, avant qu'on puisse y mettre des nouveautés, les futurs nouveaux traitements quand ils seront validés, etc. Alors, avant de vous répondre, je voulais vous remercier parce que vous avez pris votre temps à titre personnel pour participer au PNDS. Et je crois que c'est essentiel. Et d'ailleurs, ça nous a permis de mettre une vraie place pour les associations dans le PNDS. Pour la diffusion, oui, c'est une des limites. Je ne crois pas que ce soit lié uniquement au PNDS, mais c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, que j'ai cité les autres. C'est parce qu'il faut que peu à peu rentre dans la culture de tous les médecins que si c'est une maladie rare, il y a probablement un PNDS, on va aller le chercher. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas un PNDS sur toutes les maladies rares. Donc c'est à nous de faire l'effort d'en produire, de les mettre à jour et de faire connaître cette modalité. Pour la FPI, on a fait un peu double emploi. On a fait des recommandations et on a fait un PNDS. Et on a publié les recommandations en français, en anglais et le PNDS sur les sites.
Donc ça fait beaucoup d'efforts, peut-être un petit peu redondants. Je ne sais pas si à terme on n'aura plus que des PNDS et on arrêtera de faire les recommandations. Je serais curieux d'avoir vos suggestions. Pour la lame, on a fait l'inverse, on a fait le PNDS et maintenant on essaye de publier le PNDS. Donc c'est une façon de mieux communiquer, si vous voulez. Si ça existe sous plusieurs formes, sous des formats complémentaires, certains médecins vont chercher les recommandations et ne vont pas penser au PNDS ou l'inverse. Bon, on essaye d'être présent un peu sur tous les fronts, mais ça multiplie quand même aussi les efforts. Pour la mise à jour, oui, les recommandations ne sont jamais suffisamment à jour. Le PNDS sur la FPI n'existait pas. Le PNDS sur les formes génétiques de fibrose n'existait pas. Le PNDS sur la BPA n'existait pas. Donc ça, c'est des nouveautés. Et oui, on va faire des efforts pour essayer de les maintenir à jour. Mais c'est quand même une grosse entreprise et ça ne va pas être fait tous les ans. Celui sur la lame, c'est une mise à jour. On a mis un petit peu trop de temps peut-être à le mettre à jour. On a attendu, on va dire, qu'il y ait vraiment des données nouvelles sur notamment le traitement par sirolimus et les critères diagnostiques au niveau international pour refaire un document, mais qu'on a refait vraiment là depuis de la cave au grenier, quoi. Oui. Une petite remarque. Nous, à Besançon, on a simplement mis en place le fait que quand on fait un courrier au médecin traitant pour un patient qui est porteur d'une lame, d'une FPI, on met à la fin PS pour votre information, un PNDS sur cette pathologie est paru, que vous pouvez retrouver à telle adresse mail. Donc je pense que ça, rien que ça, je pense que ça permet de diffuser auprès des médecins généralistes. C'est un petit truc. Oui, on ne le fait pas de façon systématique, mais on le fait aussi. Mais faites-le donc volontiers aussi pour la lame. Mais merci Vincent. On va être obligé d'avancer. Je suis désolé. Je pense lors du déjeuner, je pense que tu auras peut-être d'autres remarques. Vincent pourrait lui poser vos questions.